Alors, il est évidemment pas toujours facile de se définir soi-même, de dire qui on est, mais je vais me livrer à l'exercice en résumant un peu mon parcours, mon profil, euh, mon pedigree, ma formation. Je dirais, j'ai été un journaliste de profession pendant plus de 30 ans, 30 à 35 ans je crois. J'ai fait des études à l'initiale, des études de droit public à l'université de Yaoundé au Cameroun. Ensuite euh, je me suis spécialisé en sciences politiques. J'ai fait un diplôme d'études approfondies en sciences politiques à l'université de Paris 2, à Panthéon. Et ensuite, c'était des sciences politiques avec une spécialisation en politique internationale. Ensuite, je me suis orienté, parce que c'était une passion qui me dévorait depuis ma plus tendre enfance, je me suis orienté dans le journalisme. Je me suis inscrit à l'Institut français de presse, où j'ai fait un diplôme d'études spécialisées euh, de l'IFP, l'Institut français de presse. Et cette orientation m'a ouvert une voie tout à fait naturelle à à une carrière dans la presse. Et je me suis engagé dans la presse. J'ai commencé, mes premiers pas ont été des pas d'un journaliste freelance. J'ai commencé ma carrière de freelance à Radio France Internationale, où j'ai travaillé pour euh, les, une agence de presse qui dépend de RFI, qui dépendait à l'époque de RFI Média France Intercontinent. Je faisais des features, des enquêtes, des papiers divers sur ce qu'on peut appeler l'information générale, l'actualité chaude, la culture. J'ai commencé à me passionner en économie. J'ai commencé aussi, à l'époque, j'ai tenu pendant longtemps une chronique sur les médias, où je traquais des sujets qui en sont en relation avec les médias. J'ai fait aussi de la radio, mais j'étais pas à l'époque très passionné par la radio. Je faisais des reportages, je faisais notamment un grand reportage à l'époque dans les années 80 au Nigeria, où j'avais assisté, j'étais présent à Lagos au moment où il y a eu un coup d'état militaire. Et j'ai fait pas mal de sujets de reportage. J'ai même fait un grand documentaire sur le Nigeria. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à diversifier mes collaborations. J'ai donc commencé à piger, comme on disait à l'époque, à faire des piges pour différents journaux, pour Jeune Afrique, pour Le Monde diplomatique. Le Monde diplomatique qui était pour moi un journal qui me permettait d'avoir de grandes enquêtes, des papiers vraiment de fond. J'ai fait des enquêtes sur l'islam intégriste au Sénégal, sur les coups d'État militaires au Nigeria, sur la crise de la transition politique au Cameroun entre Paul Biya et Amadou Ahidjo, sur euh, le, le, la Côte d'Ivoire. Bon, bref, j'ai fait de très grandes enquêtes et puis ça m'a vraiment ouvert la voie à d'autres horizons. Et je suis entré comme grand reporter à Jeune Afrique Économie. Mais avant Jeune Afrique Économie, j'ai travaillé pour un petit magazine qui n'existe plus, mais qui était vraiment pas un petit magazine. C'était un magazine qui avait l'ambition de faire un Paris match à l'africaine. Il s'appelait Afrique Elite. On faisait des grands reportages avec beaucoup de photos, beaucoup de sujets people. C'était passionnant parce que vraiment on a commencé à raconter des aventures humaines. Et après ça, donc, je suis entré à Jeune Afrique Économie. Après, j'ai été à TV5. Et donc, TV5, c'est une belle aventure parce que j'ai commencé à. Ma, 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 ma,
me- mon aventure journalistique dans la télé. J'avais créé une boîte de production. Je produisais euh, une série de documentaires, de reportages. Et j'ai également donc créé un magazine que je co-présentais avec Denise Epoté, qui à l'époque était directrice des programmes, qui m'a beaucoup soutenu, qui m'a accompagné. C'est une grande dame et une grande professionnelle avec qui on a eu un parcours intéressant. Et donc, après 4 années, un peu plus de 4 années passées à TV5, j'ai traversé la Manche. Parce que j'étais à Paris, hein, j'ai traversé la Manche et je me suis retrouvé à Londres pour entrer à la BBC, British Broadcasting Corporation, qui est une grande maison où j'ai vraiment appris euh, une autre façon de faire du journalisme à l'anglo-saxonne, beaucoup plus exigeante, beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus euh, marquée par, je dirais, une certaine objectivité. Et donc j'ai fait de la radio et c'était très intéressant parce que je suis allé sur le terrain, j'ai fait beaucoup de reportages, j'ai fait aussi donc j'étais newsreader, j'étais chef d'édition, donc préparer les journaux, etc. Et bon, très très belle aventure, passionnante, au terme de laquelle j'ai décidé de rentrer en Afrique. Rentrer en Afrique, j'ai rentré en Afrique, pour moi c'est rentrer au Cameroun parce que je suis du Cameroun. Et donc ça m'a amené à connaître, avoir une expérience euh, au Cameroun et en Afrique particulièrement qui était très très différente de ce que j'ai connu en Europe. Je n'avais jamais travaillé en Afrique. Attends, j'avais travaillé sur l'Afrique, mais je n'avais jamais travaillé pour des médias africains. Et donc j'étais directeur général du groupe de presse qui édite Mutation, le quotidien Mutation. À l'époque, il y avait le magazine Situation, il y avait un magazine de sport d'en bas, et puis un magazine d'analyse de réflexion qui était un peu comme le monde diplomatique, les cahiers de mutation. Donc, c'était une expérience très compliquée parce que je venais avec une vision très, j'allais dire, internationale pour un focus très national. Et il fallait que je me réadapte à la culture de chez moi, du Cameroun. Ça n'a pas tout été très facile, j'appelle ça un choc de culture, mais voilà un peu mon expérience. Et après, donc, je suis rentré à Forbes Afrique. Forbes Afrique, c'était alors un autre horizon, un autre univers, une autre façon de faire du journalisme. C'est du journalisme économique, du business journalisme, mais encore plus particulier parce que Forbes a une approche, une ligne éditoriale très particulière parmi les magazines business du monde. Forbes approche l'économie à travers les acteurs, à travers les gens qui font l'économie, à travers. Et donc c'est pour ça que il a cette identité très forte à part son classement des milliardaires, dont les hommes les plus riches de la planète. Et cet univers m'a fasciné, m'a passionné et m'a amené à rencontrer et à découvrir l'univers des hommes riches et à raconter l'histoire des hommes riches dans notre zone en Afrique, des aventures humaines passionnantes. Et c'est un peu, je peux dire, une autre façon de voir et de faire ce métier que j'ai appris et que j'ai exercé, qui m'a enrichi, et au terme de laquelle j'ai écrit un livre, le Être milliardaire en Afrique aujourd'hui. Et je suis sorti journalisme 10 ans après mon aventure Forbes Afrique, parce que j'ai été recruté par un groupe financier américain, Joseph Sassoon Group, qui m'a fait rentrer dans son conseil d'administration. Je suis board member, comme on dit, membre du conseil d'administration, et je suis directeur pour l'Afrique. Et en même temps, j'ai été euh, nommé également comme conseiller du bureau privé du cheikh Al-Qassimi de Dubaï. Donc je l'ai conseillé aussi pour investir en Afrique. Et donc voilà un peu ma nouvelle, si on peut dire, ma nouvelle identité, c'est dans l'univers de la finance. Ma réponse est un peu longue parce que à cette première question, parce que il faut reconnaître que mon parcours lui aussi est long.
Et évidemment, j'ai répondu à cette question. Oui, oui, le journalisme était ma passion depuis l'enfance. Je crois que j'avais 12 ans. Je devais être en cinquième. En cinquième, il me semble bien. Lorsque, dans ma tête, s'est dessiné dire que je serais journaliste. Euh, Mes parents voulaient que je fasse autre chose. Mon père était administrateur, sous-préfet, préfet, tout ça. Donc, ils voulaient que je fasse l'école d'administration, l'ENA. Ce qui ne m'intéressait pas du tout. Je ne me voyais pas fonctionnaire, ni haut fonctionnaire. Ma mère voulait que je fasse, que je devienne avocat, puisque je faisais des études de droit. Mais c'est le journaliste qui me passionnait. Je vous ai raconté mon parcours de journaliste. À 13 ans, j'ai créé mon premier journal. C'était un journal que j'ai créé avec, au lycée. Je crois que j'étais au lycée d'Abomban, alors figurez-vous, à l'Est. Et c'était un journal tiré à un exemplaire que j'avais moi-même composé, collé des photos, tout ça, photomontage, et qui se lisait par tous mes camarades, mes amis, se circulait de classe en classe. Tout le monde était content. Et c'était marrant parce que je racontais, c'était un journal de sport, et j'étais un très bon ailier, je jouais au football, et je racontais mes exploits autant que ceux de mes amis. Donc voici ma passion, comme vous dites, quelque chose qui me passionne depuis l'enfance. Et oui, le journalisme me passionne depuis l'enfance. Alors là, j'y ai un peu répondu, mais je vais rajouter ceci. Forbes Afrique, ça a été une expérience passionnante. Une expérience vraiment, euh, comme je le disais tantôt, c'est un journalisme un peu différent de celui que j'avais fait. Moi, je ne suis pas un économiste, je ne suis pas un financier, mais ce que j'ai adoré dans l'expérience de Forbes, c'est que euh, on, est, on est engagé dans la, la découverte des personnes qui font euh, l'économie du monde, l'économie de l'Afrique, pour moi, avec Forbes Afrique. Je prends souvent cet exemple pour faire comprendre la spécificité de Forbes Afrique, de la spécificité, je dirais, de Forbes. Aux États-Unis, il y a deux grands magazines qui sont vraiment les plus reconnus, Forbes et Fortune. Fortune fait le classement des 500 entreprises les plus puissantes du monde. Donc Fortune raconte l'économie à travers les entreprises. Ils font on peut appeler ça la microéconomie. Et Forbes, de son côté, classe les 500 personnalités les plus riches de la planète. Forbes raconte l'économie à travers les acteurs de l'économie, ceux qui la font. Et donc, c'est ce que moi j'ai apprécié, j'ai découvert et par la suite apprécié et pratiqué dans mon parcours avec Forbes. Une des, un des défis, un des challenges auxquels j'ai été confronté en tant que rédacteur en chef, c'était de faire le premier classement des personnalités les plus riches en Afrique francophone. L'Afrique francophone, c'est une zone dans les affaires où, dans le business, les gens sont secrets. Ils ne donnent pas de chiffres, d'informations, ils ne racontent pas leur richesse. Ils sont dans la dissimulation. À la différence des anglophones qui ont une culture de la transparence un peu plus poussée parce que dans leur pays, dans pratiquement tous ces pays, Nigeria, Afrique du Sud, le Kenya, etc., il y a la bourse. Et les entreprises, les grosses entreprises, celles qui appartiennent à ces milliardaires, sont cotées en bourse. Donc, ils ont une obligation de transparence. Mais ce n'est pas une obligation chez eux, c'est une culture. Alors que chez nous, c'est la culture du flou, la culture de la dissimulation. Donc moi, justement, je devais faire ce classement et il a fallu trouver des astuces tellement complexes qui d'ailleurs nous ont permis, c'est vrai, nous ont permis de démêler un peu le flou, de voir un petit bout de l'iceberg qui était enfoui dans les zones marécageuses, tout ça. Et néanmoins, on a réussi à révéler des fortunes. Parce que justement, on a mis des enquêtes, on a utilisé pas mal d'astuces. J'en raconte quelques-unes dans mon livre. Mais ce que je veux dire pour répondre à cette question, c'est que
C'est une aventure passionnante et elle a été véritablement formatrice pour moi. Bon, bien sûr, bien entendu, j'en ai même un peu dit quelques éléments. C'est vrai qu'il y a une grande différence. La presse anglo-saxonne, et en particulier BBC, qui est vraiment le modèle respecté de, la presse anglophone, la presse anglo-saxonne, puisque c'est vraiment en Angleterre. La presse anglo-saxonne a une approche qui fait qu'il y a une distanciation claire et nette avec le politique, avec les influences qui peuvent être celles des milieux d'affaires, des milieux politiques, de toutes sortes des gens puissants. Parce que il y a aussi une considération, une prise en compte de la notion d'objectivité qu'on ne trouve pas chez les francophones ou en France par exemple. Nous sommes, lorsque j'étais à la BBC, lorsqu'il y a une actualité chaude, politique, nous faisions toujours le devoir, pas d'être équilibré ou balancé, non, mais de donner le point de vue de chaque partie en question, mise en cause. Et c'est très important. On évite le parti pris systématique que moi je vois, que j'ai vécu dans la presse en France, où on fait des enquêtes à charge. Autre chose, la vérification de l'information. La vérification, elle est absolument nécessaire. Mais un des points qui, à mon sens, fait le plus forcément la différence, c'est que on évite d'être soumis à l'influence des décideurs ou des gens. Par exemple, à BBC, il était interdit, lorsqu'on va couvrir un événement, d'être invité par le gouvernement X qui vous paye les billets d'avion, qui vous paye les frais d'hôtel. C'est interdit. Et ça veut tout dire. Ça veut dire que vous gardez les distances et vous avez les journalistes, les producteurs, comme on les appelle, les producteurs, ont l'obligation de respecter ces distances. Et lorsque vous êtes engagé, vous signez un engagement sur la charte de la déontologie, avec des points très précis qui sont des obligations qui s'imposent à vous. Et si vous les violez, ce sont des causes de rupture de contrat, donc des causes de licenciement. Donc c'est vraiment très précis et ça, vous ne trouverez pas ça en France. J'en ai un peu parlé, c'est un livre qui raconte la relation de la perception, je dirais plus, la perception qu'ont les Africains des hommes d'affaires et des milliardaires en particulier, la relation que ces hommes d'affaires entretiennent avec la société, l'environnement politique, l'impact qu'ils ont sur la réalité économique et sociale de leur pays. Et je le raconte, j'ai choisi de le faire à travers des portraits. Donc je raconte des aventures humaines, on en parlait tout à l'heure. Et je pars du principe que les hommes d'affaires africains n'ont pas une très grande légitimité. Dans beaucoup de pays même, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de légitimité parce qu'on les soupçonne de toutes sortes de combinaisons. Et il y en a qui seraient des cache-cestons politiques, donc ils sont les paravents pour les hommes politiques qui se cachent derrière eux. Il y en a qui sont les fabrications du pouvoir. Il y en a qu'on soupçonne d'avoir acheté le service de la douane, de corrompre les inspecteurs des impôts, bref. Donc on les accuse de tout. Mais j'estime qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a de plus en plus d'hommes d'affaires qui sont
bien structurés, qui ont une vision, qui ont construit la prospérité, qui créent des emplois, qui redistribuent de la richesse parce qu'ils payent des impôts et qui sont, pour moi, des gens qui contribuent à la prospérité du continent, qui contribuent à construire le continent. Et donc, parmi les 14 personnes que j'ai racontées, donc je les ai donc sélectionnées parmi des gens dont j'estime, des hommes d'affaires, dont j'estime qu'ils apportent du positif à l'Afrique, qui positivent l'Afrique, qui développent l'Afrique, contribuent au développement de l'Afrique, et ils font, bon, peut-être pas encore dans les mêmes proportions qu'en Europe, aux États-Unis, au Japon ou en Chine, mais il y a une tendance forte. Et ces hommes que j'ai sélectionnés, ces hommes d'affaires que j'ai sélectionnés, sont le symbole de cette réalité-là. Alors oui, bien sûr. Et ça, c'est une des caractéristiques des hommes d'affaires, des milliardaires africains. Ceux qui sont véritablement, qui ont réussi à s'imposer, ils ont choisi par la mécanique du développement de leurs activités de traverser les frontières. C'est vrai, une fois qu'ils ont conquis le marché de leur pays d'origine, ils se positionnent pour aller ailleurs, pour aller plus loin. Il y a des groupes qui sont dans 30 pays, il y en a qui sont dans 7, d'autres qui sont dans 15, tout ça. Donc un groupe comme EcoBank, UBA, je parle de banque, UBA, la banque nigériane, BGFI, la banque gabonaise, un homme d'affaires comme Francis Nana Njoumou, qui est le roi du cosmétique avec son groupe de cosmétiques biopharma. Il est présent dans plusieurs, plus d'une vingtaine, enfin, près d'une vingtaine de pays. Il est présent, il a conquis le marché quand même, mais il est présent en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, en Afrique centrale, il va au Congo, les deux Congos d'ailleurs. Bon, bref, voilà, c'est ça que j'appelle la dimension panafricaine. Ce sont des hommes d'affaires qui ont traversé les frontières, qui ont affronté les difficultés pour avoir des visas, qui donc construisent progressivement ce que moi j'appelle le panafricanisme économique. Pour moi, le rôle des milliardaires africains, ils ont d'abord un rôle, une responsabilité sur la bataille pour le développement. Ils doivent participer à construire nos économies, les renforcer. Dans leur activité naturelle, ils doivent créer, ils sont des créateurs d'emplois. Je prends un homme d'affaires comme le, le Rwandais Tribert Rujugiro, que j'ai rencontré, que j'ai interviewé, je crois que tu l'as rencontré, je me souviens de l'avoir rencontré, c'était à Dubaï. Il est le roi du tabac. Il a des plantations de tabac, il a des usines de cigarettes, mais il est également il a des usines de chaussures, il fabrique des bottes pour les armées, il a des champignons et tout. Bref, ce monsieur-là, il a plus de 100 000 personnes qu'il emploie parce que il a des plantations dans plusieurs des pays où il est présent, au Rwanda, au Burundi, au Kenya, je pense qu'il est aussi en Tanzanie. Il a créé de nombreux emplois dans les zones où il a des plantations. Il a créé des écoles, des dispensaires, des hôpitaux. Il a ouvert des routes. C'est un transformateur de la société. Et beaucoup de ces hommes d'affaires sont ici. Donc, c'est un exemple. Je ne parlerai pas, je suis obligé plutôt de parler de Dangote. Dangote, il est présent dans aujourd'hui au moins 8 pays où il a construit des cimenteries. Il a créé des emplois. Il contribue fortement à impacter les économies des pays où il est. Au Nigeria, son pays d'origine, il est en train de construire
une raffinerie de pétrole qui va permettre de transformer au moins 50% de la production de pétrole du Nigeria, qui est l'un des plus grands producteurs de pétrole africain. Je crois que c'est le numéro 1 de la production de pétrole en Afrique. Ça a un impact considérable. C'est un pays qui exportait pratiquement tout son pétrole et qui importait le pétrole raffiné, ce qui est un non-sens. Donc, Dangote, il est entré dans ce pari, c'est un très très gros investissement, très compliqué pour le montage financier, tout ça. Il y est arrivé. Un monsieur comme Tony Elumelu, qui est le banquier qui a créé et développé le groupe UBA, United Bank for Africa, il a, à travers sa fondation, et c'est là aussi, il faut dire, ils ont aussi un rôle, une responsabilité sociétale. À travers sa fondation, il a mis sur la table 100 millions de dollars pour faire émerger 10 000 jeunes entrepreneurs en 10 ans. Et on n'est pas loin d'atteindre les 10 ans. Il a créé, moi je peux en parler parce que je suis mentor dans sa fondation, j'ai conseillé des jeunes, je les assis, j'ai des jeunes start-upers, et je vous assure, c'est une responsabilité énorme de préparer aussi les milliardaires de demain, des jeunes milliardaires de demain. Il va y en avoir de plus en plus. Et un homme d'affaires comme Tony Elumelu, il a semé sa part de graines au pluriel, qui forcément va apporter des résultats. Alors, en conclusion, je remercie les insights et de l'écho, de m'avoir donné l'opportunité de développer un certain nombre d'idées, ces quelques idées. Et je voudrais passer un message très fort. Pour moi, il faut que l'Afrique s'ouvre au souffle du monde tout en restant enraciné à sa culture. S'ouvrir au souffle du monde, c'est également faire le pari sur l'économie, c'est faire le pari sur les nouvelles technologies, c'est le pari sur le digital. Et moi, je fais, après avoir écrit ce livre, qui est encore, je pense, un peu dans l'actualité, je pense que l'Afrique doit faire sa révolution économique et surtout sa révolution digitale. C'est important. Aujourd'hui, on se rend compte que on a dépassé, on n'est plus au stade de la révolution industrielle, on est au stade de la révolution digitale. Les Américains ont donné le ton, les Chinois sont en train de prendre le premier rôle, la première place. Les pays, beaucoup de pays qui étaient des pays émergents, comme l'Indonésie, la Thaïlande, Singapour, tout ça, on les appelait à l'époque les dragons de l'Orient. Ils sont rentrés dans cette dynamique du digital, de cette révolution. Il faut que l'Afrique s'ouvre à elle. Il y a de plus en plus de jeunes qui commencent à comprendre. Ils sont souvent seuls, ils n'ont pas beaucoup de soutien. Il faut que nos États fassent un effort pour les accompagner, pour faire émerger les grands, qui seront demain les grands, on va les appeler les champions business, les champions de l'économie africaine. C'est aujourd'hui qu'on doit semer les graines et arroser ces graines, les accompagner et les permettre d'émerger et de développer l'Afrique de demain.